Bonsoir Laurence Parisot. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes la présidente du MEDEF, bien sûr. Et le mot TVA sociale, vous l'utilisez depuis un moment, vous la proposez depuis longtemps, et notamment dans votre nouveau pacte social et fiscal publié en novembre dernier. Alors hier, Xavier Bertrand, qui était sur ce plateau, a confirmé que cette TVA sociale serait mise en place, peut-être avant la présidentielle. Est-ce que ça veut dire que c'est le MEDEF qui a influencé le président Sarkozy ? Vous savez, cette réflexion sur un nouveau pacte fiscal et social est menée par de nombreuses institutions, de nombreux acteurs de notre pays depuis longtemps. La Cour des comptes a publié un rapport sur le sujet. Le président de la République avait, dès 2009, demandé à Jean-Philippe Cottis, le directeur général de l'INSEE, de travailler sur... C'est pas le MEDEF qui a influencé le président, c'est ce que vous allez me dire. Et nous-mêmes, cela fait longtemps qu'on réfléchit, comme c'est un mécanisme complexe, lourd, qui modifierait profondément notre système de financement de protection sociale. Nous avons étudié, examiné le dossier très précisément, et notamment en allant regarder ce qui s'est passé à l'étranger. Car je crois qu'il est important que tout le monde comprenne bien. En Allemagne, au Danemark, exactement. Les deux exemples pays. que vous citez sont tout à fait éloquents. Ça a bien fonctionné et ça a été très bénéfique à l'économie de ces deux pays. C'est sur cette base que nous avons fait une proposition qui, comme vous le disiez, insiste sur une chose, c'est qu'il s'agit de baisser les cotisations payées par les entreprises, mais aussi celles qui sont payées par les salariés, ce qui leur permettra de récupérer du pouvoir d'achat net. D'avoir une augmentation de salaire, en fait. C'est du salaire net en plus, parce que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que le salaire brut augmentait, mais souvent, le salaire net n'augmentait pas autant parce que les cotisations payées par les salariés, elles, augmentaient plus encore. Et c'est là qu'on voit bien que l'approche qui est proposée est vraiment gagnante-gagnante. C'est quelque chose qui pourrait être bénéfique à tout le monde, à la compétitivité de l'entreprise et au pouvoir d'achat de chacun. On va y revenir, mais alors, si vous êtes favorable à ce que cet allègement des charges patronales qui serait remplacé par l'augmentation de la TVA pour financer la protection sociale... Et de la CSG. Et de la CSG. Donc, pas seulement l'augmentation de la TVA, mais il y a une augmentation de la CSG. Nous illustrons notre proposition par une double hélice, comme la double hélice de l'ADN, c'est-à-dire il y a le double mouvement sur les cotisations, employeurs et salariés, et le double mouvement TVA et CSG, pour éviter justement une trop forte hausse de la TVA. Elle serait à combien dans votre plan? Parce Écoutez, que là, on passe... Nous avons fait plusieurs scénarios pour susciter le débat. Mais le scénario que nous privilégions est un scénario où l'augmentation de la TVA serait de l'ordre de 2 points et demi. Mais nous insistons là aussi sur une chose, on peut tout à fait envisager qu'il n'y ait pas d'augmentation de TVA du tout pour les produits de première nécessité ou même plus généralement pour les produits alimentaires. Et c'est pour ça que nous disons il faut utiliser aussi la CSG, augmenter la CSG, parce qu'au total, il s'agit de faire quoi? D'éviter que tout le financement de la protection sociale repose principalement sur le travail, sur la production, et trouver plus d'assiettes et des assiettes pour imposer plus large. Quand même, quand on parle de la compétitivité, on parle de prix des produits qui seraient moins élevés. Mais si vous augmentez les salaires des salariés, vous reportez cet allègement de charges, y compris sur les salaires, et on a l'impression que c'est un jeu à somme nulle. En fait, ça ne va pas baisser le prix des produits, puisque on va répercuter cet allègement de charges ailleurs. En réalité, il faut bien comprendre quel est l'objectif. C'est plus de compétitivité pour les entreprises, mais aussi pouvoir continuer à financer la protection sociale. On a tous compris aujourd'hui que nous étions très endettés. Le déficit de la sécurité sociale est largement à l'origine de cette dette. Donc, il faut trouver des modes de financement. Bien, ça c'est une chose. Deuxièmement, si nos entreprises ne retrouvent pas des marges de manœuvre, leurs taux de profit sont parmi les plus bas d'Europe, par exemple, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? De plus en plus de chômage, de plus en plus de difficultés à investir, de plus en plus de difficultés à produire et un appauvrissement général. Il faut avoir une approche macroéconomique pour redynamiser l'ensemble. Mais quelle garantie vous nous donnez? Justement, vous nous dites, de certaine façon, oui, il y aura aussi une augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Mais on a envie de dire, et qui nous le garantit? Peut-être que le patron dira, bah non, je profite de l'allègement des charges, et c'est très bien, mais et puis c'est tout. Ça ne sera pas discrétionnaire, ce n'est pas quelque chose qui sera décidé par chaque chef d'entreprise. Il s'agit de dire,
on baisse les cotisations. Alors, c'est au gouvernement de fixer le niveau de la baisse et de dire telle partie de la baisse concernera les cotisations payées par les employeurs et telle autre partie concernera... Là, je vous dirais qu'il faut qu'il y ait des simulations qui soient faites par Bercy notamment. Ce sont les services du ministère de l'économie et des finances qui ont le plus de capacité à écrire des scénarios et voir les mécanismes, les déplacements que cela provoquerait, parce que c'est quelque chose de vraiment majeur, de sérieux. Est-ce que vous croyez que ça peut avoir lieu avant la présidentielle? Parce qu'on a l'impression qu'hier, tout le monde s'est précipité là-dessus. Et puis aujourd'hui, Valérie Pécresse ne sait plus très bien l'agenda. François Bayrou a dit rien n'est arbitré. On a eu l'impression aujourd'hui qu'il y avait un recul et que c'était plus du tout... Je ne sais pas, mais parce que je crois tout simplement que c'est quelque chose d'effectivement très sérieux, de très important, et qu'on a besoin de calculs, encore une fois, de modélisation pour... Et que 2 tiers des Français se disent opposés ce soir à la TVA sociale, un tiers seulement favorable, selon un sondage CSA, l'Humanité. Mais Krief, je les comprends. Tel que le débat a été lancé depuis 2 ou 3 jours, ils ne peuvent que ressentir une certaine inquiétude. Il faut laisser le débat s'installer, les explications être données par chacun, par ceux qui ont... Cela fait des années que nous travaillons sur le sujet. Donc le grand public ne peut pas, comme ça, en 48 heures, voir tous les avantages d'un mécanisme qui, pourtant, ne comporte que des avantages pour tout le monde. C'est pas l'avis d'Alain Madelin, je parle pas de la gauche, mais je parle même de libéraux ou de gens de droite. Écoutez, honnêtement, la position d'Alain Madelin sur cette affaire a toujours été tout à fait étrange et il oublie dans son raisonnement une dimension tout à fait importante de notre proposition, que je rappelle, qui est que nous proposons également de baisser la cotisation payée par le salarié, ce qui redonnera du pouvoir d'achat net. J'insiste aussi sur une chose. Regardons tous objectivement ce qui s'est passé déjà en Allemagne ou au Danemark. Il n'y a eu aucun effet inflationniste. Beaucoup d'entreprises ont même compensé l'augmentation de la TVA par une baisse de leur prix sur les produits dans les magasins. Donc ça ne peut que marcher pour vous, c'est ce que vous dites ce soir? C'est beaucoup de travail, c'est quelque chose de sérieux. Ce serait un changement de système tout à fait important. Et ça n'atteindra pas la consommation en pleine récession économique, enfin en période d'instabilité économique grave. L'exemple du Danemark et de l'Allemagne montre qu'on peut très bien gérer ça d'une manière telle que ça n'atteint pas la consommation. En revanche, il faut bien comprendre que la compétitivité de la France, depuis 10 ans, ne cesse de s'éroder, de baisser. Et là où Alain Madelin se trompe, il pense que notre sujet, c'est par rapport à la Chine. Alain Madelin, mais il y a François Bayrou, je ne parle pas de la gauche qui est totalement opposée. D'accord, mais notre sujet, là, quand nous posons ce débat, ce n'est pas pour répondre à la question, par exemple, des salaires chinois. Évidemment, là, il n'y aura pas de compétition possible. Mais tout simplement, pour répondre à l'enjeu de compétitivité à l'intérieur de l'Union européenne, c'est par rapport à l'Allemagne notamment que depuis 10 ans, nous avons perdu beaucoup de parts de marché. SeaFrance, ce soir on apprend que la SCOP refuse les propositions de Nicolas Sarkozy, qui était d'investir, d'aider les salariés de SeaFrance à reprendre leur entreprise en participant à la reprise par le versement de leurs indemnités qui auraient été plus rapidement versées, notamment par la SNCF et par SeaFrance. C'est un revers? C'était une mauvaise opération? C'était une mauvaise idée? Écoutez, c'est un dossier qui manifestement est très compliqué. Moi, je ne le connais pas suffisamment pour vraiment apprécier la faisabilité du plan qui a été évoqué. Ce que je sais, c'est que le transport maritime, y compris le transport maritime de passagers, peut être rentable. En France, il y a 3 grandes entreprises qui défendent le pavillon français à travers les mers du globe. Il fallait aller vers ces entreprises au lieu de penser à une coopérative. L'une d'entre elles a à plusieurs reprises ces dernières années, et encore très récemment, fait des propositions à SeaFrance. Je regrette... C'est Dreyfus Armateur, oui. C'est ça, Louis Dreyfus Armateur. Je regrette que cette proposition n'ait pas été sérieusement considérée. C'était peut-être... Mais SeaFrance, c'est encore viable? C'est encore une entreprise qui a un avenir? Écoutez, cette entreprise française privée, Louis Dreyfus Armateur, qui est une entreprise rentable, le pensait, puisqu'elle était prête à investir. Et je ne vois pas une entreprise privée
jamais penser acquérir une entreprise si elle ne voit pas sa rentabilité possible. Donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Et encore une fois, il est tout à fait regrettable que le tribunal de commerce ait écarté l'offre de cette entreprise. Vous étiez très hostile à la circulaire de Claude Guéant sur les étudiants étrangers. Ce soir, on a appris qu'elle était assouplie, que la délivrance des permis de travail à certains étudiants étrangers, je cite, à haut potentiel et ayant une expertise recherchée, allait être possible. Vous vous en félicitez ou vous dites que ce n'est pas assez ? Non, je crois que c'est une très bonne nouvelle et une bonne décision. Il y a eu beaucoup d'échanges entre le ministère de l'Intérieur, les présidents d'université, la conférence des grandes écoles et nous-mêmes pour trouver une solution. Il y avait effectivement quelque chose de tout à fait dommageable pour l'économie de notre pays, pour la réputation de nos écoles, pour la richesse qu'apportent des échanges, notamment des échanges d'étudiants. Comment ça se fait qu'un ministre, qu'un gouvernement ne comprend pas ça ? Écoutez, il l'a compris, puisque finalement, oui. il a adopté cette position, et c'est celle-là que je veux retenir ce soir. C'est vraiment un soulagement pour beaucoup, et aussi pour les entreprises qui étaient sur le point de recruter des jeunes talents. Et vous savez, on peut être très français, très patriote, et se dire que c'est vraiment notre économie qu'il faut défendre, mais en même temps comprendre que c'est grâce aux échanges qu'on s'enrichit et qu'on progresse. Un petit mot sur la politique, parce que je n'ai pas oublié que vous étiez présidente de l'IFOP avant, dans une autre vie, avant d'être présidente du MEDEF. Toujours chef d'entreprise. Voilà. Non, on ne peut pas être présidente du MEDEF si on n'est pas en même temps chef d'entreprise d'une manière opérationnelle. Mais je veux dire par là, directement dans l'étude de la politique, comment vous vivez cette accélération du rythme de la campagne, cette violence d'aujourd'hui sur une petite phrase de François Hollande, la réplique, la riposte ? Alors, la vivacité d'aujourd'hui que vous évoquez est très liée aussi à la multiplication des médias, à la vitesse de transmission d'informations qui est absolument phénoménale, et on va découvrir peut-être pour la première fois ce qu'est une campagne présidentielle qui passe par Twitter. Mais est-ce que c'est au niveau de la conjoncture économique? Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que, vous dites que c'est inévitable? Je veux croire que ça n'empêchera pas les débats de fond, les débats essentiels de se dérouler, notamment sur la question européenne. Notre avenir passe par l'Europe, et je souhaite vivement qu'à l'occasion de cette campagne, pour la première fois, l'Europe ne soit pas mis de côté comme le sujet technique réservé aux experts. C'est peut-être par là que passe notre avenir, c'est même certainement par là que passe par l'avenir. Il faut que cette campagne française soit également une campagne européenne. Merci Laurence Parisot d'être venue sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Après le journal de Jean-Rémy Baudot, c'est notre débat de pape de la communication politique, Jacques Séguéla, Thierry Saucé. On reparlera évidemment de cette petite phrase de François Hollande. À tout de suite.